De temps en temps, il y a un signal qui dit j'ai peur, par exemple, pour rester dans le thème du jour. Si je n'écoute pas le signal, je peux ne pas écouter le signal, hein. Généralement, ce qui va se passer, c'est que ton voyant moteur qui était orange va devenir un voyant moteur qui était rouge. Dans la métaphore, bah, c'est la même idée. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si le système psychique dit tu m'écoutes pas du tout là, il va Hmm. juste augmenter le signal jusqu'à ce que tu captes qu'il y ait quelque chose. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action, et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Aujourd'hui, sur le podcast, j'accueille Laura Besson, fondatrice de Bien dans ta boîte, pour parler de la notion de peur. D'abord, la peur tout court, mais aussi, bien sûr, la peur dans l'entrepreneuriat quand on est entrepreneur. Mais avant de commencer, je te laisse tout simplement la parole et la place de nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais pour tes clients. Eh bien déjà, merci Pauline de m'avoir invitée et de me recevoir sur ton podcast. Et bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Alors effectivement, pour me présenter, donc comme tu l'as dit, je suis Laura Besson, je suis la fondatrice de Bien dans ta boîte. C'est une entreprise où on accompagne les entrepreneurs à travailler sur eux. Il y a une forte notion chez nous de la question de la responsabilité individuelle dans le travail personnel. Et on forme des professionnels de l'accompagnement sur des thématiques d'accompagnement, de posture, etc. Donc moi, de métier, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, je suis coach et thérapeute. Mes deux grandes spécialités, c'est l'émotionnel et le relationnel. Donc on va beaucoup parler, j'imagine, de la première partie aujourd'hui dans le registre de la peur et de l'émotionnel. Et puis voilà, bah écoute, c'est déjà pas mal Oui, c'est déjà à pas dire. mal. Et d'ailleurs, je profite pour dire quand même ça. Je me suis formée chez toi sur Oui, l'accompagnement, la posture. Et, euh, oui. voilà, je parle régulièrement de toi, donc j'en profite pour le dire. Donc, si aujourd'hui je nous ai réunis toutes les deux, et particulièrement si je t'ai invité toi, c'est parce que tu es une pro dans le domaine justement émotionnel, que ton métier c'est la psychologie, etc. Donc, qui de mieux que toi pour parler de ce sujet-là. Et puis aussi parce que toutes les deux, on accompagne les entrepreneurs sur des axes et des prismes différents. Mais moi, la peur, je la côtoie, moi déjà toute seule. Et je la côtoie aussi avec les clients qu'on accompagne. Et donc, c'est vraiment pour ça que je voulais avoir cet échange avec toi. Et la première question que j'ai envie de te poser, elle est presque technique, mais bon, je vais te laisser prendre la parole. C'est quoi la peur et comment ça fonctionne? Parce que je pense que c'est la première base à poser pour cet échange. Ouais, on va commencer par là. La peur, c'est une émotion. Donc, on va déjà revenir au fonctionnement de l'émotion d'une manière globale. L'émotion, ça vient du latin mouvement, donc ça se met en mouvement pour vous faire passer un message, en l'occurrence le message de la peur, puisqu'on parle de celui-ci, mais évidemment, le message peut être la colère, peut être la tristesse, etc. Donc, l'idée, c'est que si l'émotion se met en mouvement pour vous faire passer un message, c'est qu'elle est mise en mouvement par quelque chose. La plupart du temps, c'est par des besoins psychiques, ça peut être des valeurs aussi, qui vont mettre en mouvement l'émotion. Et l'émotion, entre guillemets, elle vient toquer à votre porte pour dire oula, dis donc, là, je crois qu'il y a un danger, donc on a peur. Attention, on va perdre quelque chose, donc on est triste. Et par exemple, la colère, ça serait plutôt un message du type waouh, c'est en train d'envahir mon territoire, et c'est contraire à mon système de valeurs, donc j'ai une énergie plutôt qui va repousser. Donc le fonctionnement de la peur, c'est je me mets en mouvement pour te faire passer le message que je perçois un danger quelque part. La peur n'est pas là pour dire si le danger est réel, si le Mm. danger est important, plus ou moins important que celui d'hier ou je ne sais quoi. Après, évidemment, il y a une lecture neuropsychologique qu'on peut faire à ça, notamment dans l'enclenchement de l'amygdale, qui est une partie du cerveau. Et donc là, effectivement, c'est discutable, mais neurobiologiquement, il semblerait bien qu'effectivement, on soit pas tous logés à la même enseigne, on va dire ça comme ça, sur cette activation de l'amygdale. Mais bon, si on laisse de côté les aspects neuropsychologiques, déjà, le mot-clé qui me paraît important, parce qu'on y reviendra dans l'épisode, c'est la question du besoin. C'est-à-dire, quel est le besoin psychique derrière qui n'est pas satisfait et qui, du coup, envoie ce message de la peur pour dire j'aimerais bien qu'on m'écoute 2 minutes. Voilà. Mm. Et justement, là, tu parlais de déclencheurs. Tu disais, voilà, ça se met en mouvement. Il y a quelque chose qui déclenche aussi ça. C'est quoi, toi, les déclencheurs que tu vois le plus chez les entrepreneurs que tu accompagnes? Assez Alors, vaste, hein, mais... on va- c'est vaste, en fait, c'est surtout que je dirais c'est plus une question de strates, entre guillemets. C'est-à-dire que de manière
superficielle. Quand je dis superficielle, je ne dis pas important. Je dis, première couche. On voit beaucoup, la peur de manquer d'argent, la peur d'échouer, la peur de réussir, hein, qu'on oublie aussi, Mmh. parfois, mais elle est présente quand même. La peur de se montrer, la peur du jugement des autres, enfin bon, des peurs, effectivement, il peut y en avoir plein. Mais en fait, comme on l'a dit avant, vos émotions, elles sont mises en mouvement par des besoins. Et les besoins, ça marche un peu comme une spirale, comme des cercles concentriques. Donc souvent, on a des besoins un peu de premier ordre, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de performance, etc., qui viennent parler d'une espèce de deuxième spirale, d'un deuxième cercle, qui parle de besoins un peu plus sous-jacents. Peut-être que j'ai besoin d'harmonie, peut-être que j'ai besoin de reconnaissance, peut-être, etc. Et qui nous emmène ensuite à une dernière couche de besoins. Thomas Dansembourg, il parle d'une nappe phréatique en communication non violente, c'est assez parlant, qui dit qu'après, là derrière, il y a des besoins existentiels que tous les humains partagent. Le besoin d'appartenance, le besoin de reconnaissance, le besoin de se sentir vivant, le besoin de transcendance, etc. Et ben, du coup, les peurs vont être en phase, on va dire, avec ça. Donc effectivement, de premier niveau, je peux avoir peur d'échouer. Mais finalement, derrière la peur, ou allez, prenons la peur de réussir, ça changerait un petit peu. Derrière la peur de réussir, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'effectivement, il y a un besoin de performance qui dit, oh, j'ai peur de pas pouvoir remplir ce besoin. Mais derrière ce besoin de performance, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'au fond du fond, peut-être, il n'y a pas un besoin d'appartenance qui dit, si je réussis, je vais quitter mon système familial, je vais être déloyal au système familial, et ça, le système psychique, il ne va pas aimer le manque de loyauté familiale. Donc fondamentalement, bah, en fait, derrière cette peur de réussir, il y a peut-être des peurs beaucoup plus profondes, parce qu'en fait, ça va chercher un besoin d'appartenance, et que Mmh. l'humain est toujours prêt à sacrifier tout et n'importe quoi pour son besoin d'appartenance. Et d'ailleurs, la plupart du temps, selon toi, quand on a peur, est-ce que c'est forcément toujours un problème de fond? Ou ça peut être, tu vois, juste, Mm. j'imagine que ça dépend si on procrastine ou pas, si on ose Alors, faire ou pas, si on deal avec ou pas. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. ouais. En tout cas, oui, la peur, elle peut être, comment on pourrait dire, contextuelle, Ouais. c'est-à-dire sans forcément aller chercher tout un truc profond, etc. Mais une peur qui est contextuelle, c'est effectivement, là, il y a un signe. Ah, je prends un exemple très concret. J'ai peur de réussir, j'ai peur d'échouer, j'ai peur du jugement des autres, j'ai peur de machin. Ça, souvent, c'est des peurs entre guillemets de fond, qui d'ailleurs relèvent probablement plus de l'anxiété que de la peur, pour être Mmh. juste dans le vocabulaire technique. Euh, et voilà, et qui viennent chercher derrière des besoins de performance, des besoins d'appartenance, des besoins de transcendance, etc., etc. Mais effectivement, situation que on connaît toutes et tous, entrepreneurs et entrepreneuses déjà lancés, tu vas à ta boîte aux lettres, tu reçois un courrier, il y a la Marianne en haut à gauche de l'enveloppe. Et là, j'ai peur. Parce que là, effectivement, il y a un déclencheur tout de suite Ouais. de ah mon Dieu, c'est la direction générale des finances, qu'est-ce qu'ils veulent, tu vois. Et donc là, effectivement, on va être sur une peur au sens très neuropsychologique de la chose, c'est-à-dire là, je perçois un danger tout de suite, un danger imminent, donc il y a une réaction de peur qui me dit oula, attention, il va falloir se préparer. Quand je suis plutôt voilà dans peur de réussir, peur d'échouer, peur du jugement des autres, peur de pas y arriver, peur de pas être à la hauteur, ça souvent c'est plutôt des choses quand même qui viennent à trait à tout un tas d'émotions et qui donc ont attrait à tout un tas de besoins. Et effectivement, techniquement, on parlera peut-être un peu plus d'anxiété, c'est-à-dire parce Mmh. qu'il y aura une notion d'anticipation, là où la peur, a priori, n'est pas dans une notion d'anticipation, c'est une réaction instantanée à un besoin, à un danger pardon, que je viens de repérer. Ok. Juste pour que les personnes qui nous écoutent comprennent bien, parce que là, on parle de peur, mais comme ça peut paraître un petit peu subjectif. Peut-être je peux, moi, donner des exemples et toi, tu pourras en donner aussi, Laura. Si, par Bien exemple, sûr. je sais pas, vous avez peur du regard des autres, bah, vous allez peut-être pas oser publier certaines choses sur les réseaux sociaux. Si l'argent pour vous, c'est la sécurité, vous allez avoir peur peut-être d'investir ou si vous avez peur d'échouer, bon, alors la peur d'échouer, il y a tellement de choses qu'on s'empêche potentiellement de faire parce qu'on a peur d'échouer. Mais juste, voilà, je voulais mettre le contexte pour que les personnes qui nous écoutent comprennent bien parce que finalement, c'est un peu ça qu'on met derrière, je vais mettre des grosses guillemets, derrière le travail mindset. Gros débat, mais souvent c'est ça qui fait que bah, vous osez pas, ou on n'ose pas, je me mets dans le lot, parce que justement on a tous peur. Et justement en parlant de on a tous peur, moi je sais que c'est quelque chose que j'entends beaucoup, notamment sur le 3-6 avec les membres qu'on accompagne, où ils se disent oui mais au bout d'un moment j'atteindrai un certain niveau et du coup j'aurai plus peur. Alors là je souris parce que la question que j'ai envie de te poser c'est est-ce que ne pas avoir peur c'est sain et surtout est-ce que ça existe vraiment en fait?
Bah, effectivement, je crois que est-ce que c'est sain? C'est pas vraiment la question, c'est que en fait, c'est pas possible, je Ouais, pense, voilà, effectivement. c'est ça. C'est-à-dire, en fait, il va y avoir 2 options, c'est-à-dire, soit je ressens pas de peur parce que, j'arrive à me créer un environnement, en l'occurrence professionnel, qui est, entre guillemets «très confortable» et donc du coup, comme, je sécurise tout mon environnement pour qu'il y ait jamais une perception de danger, pour qu'il y ait jamais d'inconfort et donc probablement pas de Mmh. croissance. Ouais. Mmh. Et donc bon, bah, effectivement, je vais, me limiter énormément les «risques» entre guillemets d'avoir peur ou la deuxième option, très importante à avoir en tête, c'est que j'ai l'impression que je ressens pas la peur parce que je suis dans une stratégie d'évitement émotionnel et que du coup la peur se traduit autrement, par exemple en procrastination, par exemple, ou ça peut être une stratégie, ça peut être des consommations de substances, par exemple, je sais pas moi, le tabac et cetera. Ça peut être aussi qu'elle va se transformer dans une autre expression émotionnelle qui, elle, a été valorisée quand j'étais enfant. Si par exemple, quand j'étais enfant, quand j'exprimais de la peur, de l'anxiété, et cetera, on m'a dit: «Oh là là, mais ça va, il y a pas à avoir peur, c'est bon, c'est comme ça, c'est la vie, il faut être fort», Mmh. ni je sais pas quelle autre bêtise. Mais que par contre, quand j'étais dans une expression de colère, c'était valorisé parce qu'on me disait: «Voilà, tu es en colère, c'est une démonstration de puissance», et cetera. Peut-être qu'aujourd'hui, quand j'ai peur, ça se manifeste plutôt par, des crises de colère, par de l'impulsivité et donc je vais peut-être arriver dans le 3-6 de Pauline en me disant: «Ah mais moi j'ai jamais peur». Mmh. Je ne suis pas sûre. Par contre, elle peut prendre d'autres formes et pourquoi pas la forme de la colère, par exemple. Ouais, OK. Elle prend d'autres formes et puis j'imagine aussi que, parce que ça, c'est aussi peut-être un peu les trucs qu'on entend sur les réseaux sociaux, sur, le développement personnel ou sur, le fait de se dépasser, tu vois? Où on a la sensation que c'est possible de, justement, de ne plus avoir peur et de, tout défoncer sur son passage sans se poser aucune question. Alors qu'en réalité, non, c'est pas possible. Heu, Mmh. j'imagine qu'on peut le flexibiliser, le rendre plus souple, une peur, c'est-à-dire passer au-dessus. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler. Mais justement, à quel moment on on écoute sa peur? Alors je pense qu'il faut l'écouter tout le temps, mais tu vas le dire, mais, à quel moment on n'écoute pas la peur ou en tout cas on deal avec pour passer au-dessus? Parce que tu vois, on dit beaucoup: «OK, il faut passer au-dessus», enfin il faut, je vais mettre des guillemets, il faut passer au-dessus de ses peurs pour pouvoir aller en dehors de sa zone de confort et finalement, Mmh. tu parlais de croissance tout à l'heure, croissance à tous les sens du terme. Et ben, pour croître, on dit beaucoup qu'il faut passer au-dessus de ses peurs. Sauf qu'à quel moment un entrepreneur peut savoir que là, sa peur, elle est vraiment, «Waouh, il faut vraiment que tu m'écoutes là parce que là, tu fais n'importe quoi» ou «Vas-y, j'y vais». Difficile comme question, mais Alors, c'est pas si difficile d'y répondre, c'est plus difficile de le matérialiser au quotidien parce que c'est un apprentissage. En fait, je vais vous prendre une métaphore qui est pas de moi, hein, qui est de Thomas Dansembourg, mais je pense qu'elle aura le mérite d'éclairer, ta question. Si je prends la métaphore que, ma vie, mon business, mon entreprise et cetera est comme un tableau de bord de voiture et que du coup mes émotions sont comme les signals d'un tableau de bord qui dit: «Attention, je suis sur la réserve, attention, surchauffe moteur» et cetera. Donc de temps en temps, il y a un signal qui dit: «J'ai peur», par exemple, pour rester dans le thème du jour. Si je n'écoute pas le signal, je peux ne pas écouter le signal, hein. Généralement, ce qui va se passer, c'est que ton voyant moteur qui était orange va devenir un voyant moteur qui était rouge. Dans la métaphore, bah, c'est la même idée. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si le système psychique dit tu m'écoutes pas du tout là, il va mmh, juste augmenter le signal jusqu'à ce que tu captes qu'il y ait quelque chose. Et si vraiment je persiste et je me dis non, non, c'est bon, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur, et que je continue à persister, bah, je reprends un Thomas dans son bourg sa métaphore, il dit on va avoir trois options. La première option, ça va être dans la métaphore la sortie de route. Par exemple, c'est le moment où je vais rentrer dans une lutte émotionnelle avec des prises de décision radicales, puis j'ai dit, c'est quoi, de toute façon, ce business, ça marchera jamais, ça me saoule, je claque la porte et on liquide la boîte. Première option. La deuxième option, dans la métaphore, ça pourrait être la collision avec un autre passager. C'est-à-dire que je suis dans mon business toute la journée et puis je tiens le coup, puis j'ai pas peur, puis j'ai pas peur, puis je rentre à la maison, puis c'est le gamin qui aura fait une micro-bêtise ou qui aura 5 minutes de retard sur ses devoirs, ou ton conjoint ou ta conjointe qui aura laissé traîner une chaussette et c'est lui qui va s'en prendre plein la gueule pour toute la lutte émotionnelle que tu t'es infligée toute la journée au travail. Et la troisième option, dans la métaphore, bah, c'est la panne sèche. Et c'est le burn-out. Et on connaît bien ces syndromes-là chez les entrepreneurs et entrepreneuses bien clients et clientes des thématiques d'épuisement professionnel, et, voire dans le pire des cas de burn-out. Donc, est-ce qu'il faut écouter la peur? Oui, toujours. Euh, Écouter la peur, ça ne veut pas dire lui donner raison. Ça mmh. ne veut pas dire qu'elle a raison, ça veut dire j'ai un message à te faire passer. Et croyez-moi bien que tant que vous n'aurez pas réceptionné le message, elle ne fera qu'augmenter le signal jusqu'à ce que vous l'écoutiez. Et si vraiment tu n'écoutes plus le signal, elle trouvera un autre moyen de le faire. Par exemple, des cas de psychosomatique.
exemple. Ça peut être des cas de burn-out, ça peut être, voilà, d'une manière ou d'une autre, généralement, c'est le corps qui finira par trancher la question en disant, bah, tu veux pas m'écouter, va te coucher. Est-ce que justement, je pense que ça pourrait être intéressant, je ne sais pas si ça va être possible parce que chaque cas est particulier, mais est-ce qu'on peut peut-être explorer ensemble un peu les peurs les plus répandues et Mhm. peut-être faire en sorte que les personnes qui nous écoutent repartent avec des questions à creuser? Tu penses qu'on peut Ouais, faire ça en live on va là? tenter. On On va va tenter. tenter. Bah, on va partir, tiens, tout à l'heure, tu parlais de la peur de réussir. Peut-être qu'elle est un peu moins répandue. Déjà, peut-être la première question, c'est bah, comment on la détecte, cette peur-là? À quoi ça Mhm. ressemble, peut-être dans les symptômes, si on pourrait dire? Ouais. Alors, la peur de réussir, généralement, elle va se traduire. Alors, le premier truc qu'on va avoir le plus souvent, c'est une notion de culpabilité. Donc, généralement, dans la peur de réussir, il y a une notion de culpabilité à dépasser le salaire d'un conjoint, à dépasser le statut social d'un parent, à, je sais pas moi, dépasser un mentor, un professeur. Enfin voilà. Souvent, dans cette peur de Mhm. réussir, il y a ça. Évidemment, on peut avoir plein de choses. Cette peur de réussir, elle peut se matérialiser et s'ancrer dans quelque chose qui va ressembler à et si j'arrivais, admettons, à ce chiffre d'affaires, alors à quoi ça va ressembler de gérer 500 000 euros de chiffre d'affaires, 1 million de chiffre d'affaires, voilà. Donc ça peut être une notion un petit peu d'anticipation anxieuse de oh là là, mais alors attends, parce qu'en fait, Mhm. si je fais ça, je vais me retrouver avec 30 élèves en formation, ça va être un bin, ça gérer, ça veut dire qu'il va falloir que je recrute quelqu'un, oh là là, voilà. Donc il y a une espèce d'anticipation anxieuse de ce qui va se passer. Et la culpabilité est très importante. La peur de réussir, elle peut s'ancrer dans ce qu'on appellerait en psychogénéalogie la névrose de classe. Alors, attention pour celles et ceux qui nous écoutent, toutes les peurs de réussir ne sont pas forcément des névroses de classe. On ne va pas commencer à se psychiatriser dans tous les sens. La névrose de classe, c'est cette idée que euh, le système familial tient par des loyautés familiales qui sont la plupart du temps des loyautés indirectes, c'est-à-dire qu'on en observe les effets mais qu'on ne peut pas observer la loyauté telle qu'elle. Concrètement, pour que ce soit très concret pour vous, c'est que vous pouvez critiquer votre maman toute la journée, mais si quelqu'un vient critiquer votre maman, vous allez dire eh oh, oh, c'est ma mère. Je caricature, mais en gros, la Ouais. loyauté familiale, au quotidien, c'est ça. Mais du coup, dans votre business, bah, ça peut se mettre sur des choses beaucoup plus importantes et fondamentales. Par exemple, je viens peut-être d'une famille où j'ai entendu toute ma vie que les patrons étaient de méchantes personnes. Mhm. Et donc bah, là, forcément, je vais me retrouver avec un conflit certain. Alors, tant que je suis dans mon mindset, comme vous diriez en coaching business, qui dit ah non, mais moi, juste une micro-entreprise, etc., bah, ça va. C'est une manière de dire je fais ce que je veux et je suis loyal au système familial. Par contre, je vais aller dans le 3-6 de Pauline et puis on va me coacher à prendre vraiment cette posture de chef d'entreprise, de CEO, etc. Et là, ça va coincer parce que là, il y a un truc qui dit si j'accepte de prendre cette casquette de CEO, alors je renonce Ouais. à l'appartenance et à la reconnaissance au système familial. Et là, crois-moi bien que le besoin d'appartenance au système familial, il sera bien plus fort que le coaching de Pauline, c'est sûr et certain. Donc ça va faire de la tension, ça va faire du conflit. Et cette tension, elle peut donner plein de choses. Elle peut donner de l'impulsivité, elle peut donner une passivité aussi, elle peut donner de la procrastination. Bien sûr, en tout cas, elle va donner tout un tas d'émotions sur lesquelles je peux rentrer en lutte et en évitement. Voilà pour la peur de réussir. Ok, waouh. Pas mal de choses dans tout ce que tu viens de dire. Et à ton avis, donc là, quelque part, tu as un petit peu quand même pas mal répondu à la question, mais si tu devais choisir deux, trois questions à creuser par rapport à la peur de la réussite, ce seraient lesquelles? Question à se poser. Est-ce que j'ai l'impression de ressentir une culpabilité ou une forme de honte, culpabilité à réussir? Alors, sachant que déjà réussir, c'est Oui, déjà excessivement relatif. Mais c'est ça. bon, selon votre définition de la réussite, est-ce que vous avez la sensation que s'accompagne à ça une sensation de honte ou de culpabilité? Ça peut déjà vous mettre sur la piste de tiens, de quoi j'ai honte, de quoi je me sens coupable et envers qui je me sens coupable, surtout. 2e question à se poser, ça pourrait être effectivement, est-ce que j'ai la sensation en réussissant, donc là vous mettez votre définition de la réussite, est-ce que j'ai la sensation de dépasser un parent, un conjoint, un professeur, un mentor, un coach, etc. Et donc sous-entendu, traduction psycho, je pourrais dire d'y être déloyal. Est-ce qu'on pourrait mettre une trois bon déjà là si vous avez répondu oui, oui aux Ouais. 2 premières questions, bon. Déjà, il y a de ça. Éventuellement, la troisième question, ça pourrait parce que c'est vrai que souvent la peur de réussir, c'est assez familial. Pas 100 du temps, mais c'est souvent familial. Donc à la limite, la troisième question pourrait être,
peut-être plus un exercice, ça serait peut-être de lister à la limite ce que vous avez entendu, ce que le système familial dit à propos de la réussite que vous avez. Ce que je veux dire par là, c'est que, admettons, votre définition de la réussite, c'est de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, par exemple. Je prends celui-là parce que c'est l'objectif à la mode des entrepreneurs, entrepreneuses en ce moment, je vois ça partout. Alors, C'est ça. admettons, pour vous, la réussite, admettons, elle est financière, c'est de faire le million de chiffre d'affaires avant 30 ans. Admettons. À tort ou à raison, peu importe, vous avez vos raisons. Qu'est-ce que vous avez entendu dans votre système familial à propos de ça? Si demain vous venez à table dans votre repas de famille et vous dites: «Ah, vous savez, papa, maman, tonton, tati, papi, mamie, moi mon objectif c'est de faire 1 million avant la fin de l'année», qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont répondre? Et là, vous allez voir aussi les croyances du système familial, et dans ce lot de croyances, il y en a probablement qui vont peut-être pas trop vous parler, parce que peut-être qu'elles vous ont pas trop constitué. Et puis il y en a certainement quelques-unes où vous allez vous dire: «Ah ouais, mais je pense tellement ça». Et la Mmh. question, comme d'habitude, face aux croyances, n'est jamais de savoir est-ce que la croyance, elle est vraie ou elle est fausse, parce que ça, c'est du débat philosophique qui est passionnant, mais c'est pas la question du coaching. La question du coaching, c'est est-ce que ça m'aide ou pas de penser ça pour atteindre l'objectif qui est le mien. OK. Tu parlais aussi, tout à l'heure, là, si on revient et on va boucler la boucle sur la peur de la réussite. Si je fais X 1000 € millions d'euros de chiffre d'affaires, je vais avoir, plein de trucs à gérer et puis il va y avoir plein de couches qui vont se rajouter. Est-ce qu'il y a aussi peut-être il peut y avoir aussi une histoire de perte de contrôle pour quelqu'un qui est très contrôlant, par exemple? Oui, pourquoi pas. Une Alors, de toute peur, tu façon, la vois, de thématique. Ouais, 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 la thématique du contrôle, par définition, elle viendrait se mettre, partout, hein, ouais. mais oui, il y a de ça parce qu'effectivement dans le côté, ouais, mais imagine, si je fais 1 million de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il faut que je me retrouve à recruter des trucs et puis, je peux avoir un courtier, gna gna gna. Donc il y a une forme d'anticipation anxieuse. Donc effectivement, si, vous vous retrouvez dans des stratégies d'anticipation anxieuse, bien entendu, c'est des stratégies qui sont pas fonctionnelles à long terme, mais vous ne les avez pas apprises sans raison et vous ne les avez pas conservées Ouais. pendant un temps sans raison. Donc si pendant un temps, pour X ou Y raison, vous avez appris des stratégies d'anticipation anxieuse, c'est bien parce que d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, votre système psychique a dit: «C'est moins coûteux d'anticiper que de ne pas le faire». Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les profils des anxieux, par définition. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les profils contrôlants, de structuration assez obsessionnelle, et forcément, qu'on retrouve du coup souvent chez les entrepreneurs et entrepreneuses qui sont pas tous évidemment, mais souvent constitués, comme ça, et ça a beaucoup d'avantages. Forcément, cette anticipation anxieuse, elle a beaucoup d'avantages parce qu'elle permet d'avoir anticipé plein de problèmes et de les avoir gérés en amont, et donc on se retrouve moins pris, à la dernière minute et cetera. Bon, par contre, ça a un coût psychique, qui est Ouais. colossal, enfin psychique large, hein, psychique, physique, énergétique, relationnel, qui est très important. Bah, de toute façon, je pense qu'il y a toujours il y a toujours on trouvera toujours des choses positives dans les systèmes qu'on met en place, quoi. Là tu l'as dit toi-même, en fait. Tu dis, bah, ça, c'est. On se persuade, pour celles et ceux qui sont dans cette anticipation tout le temps, on se persuade que bah, de toute façon, ça me permet d'avoir un plan B, ça me permet de savoir. Donc, en fait, on a toujours une bonne manière de s'écouter aussi. Peut-être un peu De trop. toute façon, ce qui est certain, c'est que, peu importe les stratégies, psychiques que sont les vôtres, vous les avez apprises. J'ai même envie de dire, avec un petit peu de provoque, que pour la majorité d'entre elles, on vous les a apprises. Hmm. Je ne dis pas ça pour, déresponsabiliser parce que ça serait, antinomique avec, mon entreprise, mais il faut pas non plus, enfin je trouve, hein, moi je veux pas jouer la carte non plus de la surresponsabilisation individuelle. C'est-à-dire que vous avez grandi dans des systèmes familiaux, dans des systèmes politiques, dans des systèmes globaux, Mhm. qui vous ont appris certaines choses. Donc vous avez appris des stratégies, certaines de ces stratégies vous ont été apprises. Si vous les avez conservées, c'est effectivement parce qu'à un moment donné de votre vie, ça vous a aidé d'une manière ou d'une autre, sauf si vous êtes complètement maso, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas, hein. Comme, j'aime bien le dire souvent en formation ou en coaching, tu as déjà dû d'ailleurs m'entendre dire ça en formation, mais vous jouez pas contre votre camp. Pour la majorité d'entre vous, en tout cas, psychiquement, vous jouez pas contre votre camp. Donc si ces stratégies sont maintenues, c'est bien que votre système psychique, d'une manière ou d'une autre, il y perçoit des bénéfices, sinon il les maintiendrait pas. En revanche, vous pouvez tout à fait consciemment dire: «OK, Jean, au demeurant, aujourd'hui, la situation a changé et ces stratégies, certes, pendant un temps, elles m'ont aidé. Aujourd'hui, je n'en veux plus parce que j'estime qu'elles me desservent plus que ce qu'elles me servent. Et donc, je décide, en mon âme et conscience, de mettre en place de nouvelles stratégies». Mais bien entendu, ça ne se fait pas Ouais, en 48 heures. ouais, c'est clair. Ok, super. Maintenant, si on va sur la peur de l'échec, autre
grande, Ouais, grande peur gros sujet. très répandue, hein, disons. Ouais. C'est quoi les symptômes? Alors, j'ai l'impression d'être un médecin, mais c'est un peu ça. C'est quoi un peu les signes avant-coureurs, quoi, on va dire, de cette croyance-là? Alors, la peur d'échouer, c'est vrai que tu l'as dit toi-même tout à l'heure, c'est un peu un challenge pour moi de te la synthétiser parce que Ouais, c'est vraiment la peur par excellence qui est ultra polymorphe. Au demeurant, une peur de l'échec. Une peur de l'échec, on peut facilement imaginer un premier ensemble de symptômes qui serait un peu un syndrome de passivité slash impuissance. Donc ça pourrait rapidement nous mener dans une forme d'immobilisme au cas de fonctionnement très 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 ralenti où j'y vais vraiment petit pas par petit pas parce que j'ai peur que, un peu comme des dominos, tu vois, je vais le poser vraiment très délicatement parce que j'ai peur que ça fasse tout tomber ce que j'avais mis en ouais, place auparavant. Donc on va souvent retrouver des thématiques comme ça dans la peur d'échouer, des formes de retenue, de non non mais je veux pas, je sais pas moi, aller faire ce networking parce qu'en fait je sais qu'il y a un super contact à se faire. Et en fait, je vais aller dans ce que le développement personnel aime bien appeler des stratégies d'auto-sabotage, quoi. Donc, on parlerait plutôt de stratégie d'auto-handicap, mais bon, foncièrement, c'est la même chose. Et donc, c'est une peur qui va créer beaucoup de, comme tout, hein, bien sûr, mais qui va créer beaucoup de souffrance de double niveau, on dirait, en psycho, c'est-à-dire d'effets collatéraux. Parce qu'après, je vais culpabiliser de ne pas être allé au fameux networking où j'aurais pu me ouais. faire ce super contact. Après, je vais culpabiliser, je vais dire, ouais, j'aurais dû y aller, bon sang, c'est pas possible. Et pourquoi à chaque fois, je me démerde de pas y aller? Et puis après, je vais culpabiliser de culpabiliser en me disant, mais il faut que j'arrête de culpabiliser parce que je perds mon temps et Ouais, après, ça il y a s'arrête juste jamais, une quoi. charge, ouais, ça s'arrête Mm. jamais. Et après, il y a une charge émotionnelle qui est énorme. Et généralement, c'est le moment où vous arrivez chez moi en me disant, j'arrive pas à dormir la nuit. Oui. Oui, forcément. Parce que Ouais, les seules 5 minutes que tu as avant de t'endormir où t'as plus ton téléphone, ton bouquin ou quoi que ce soit, c'est le moment où ton cerveau dit, oula, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, hein, donc on va s'occuper de traiter tout ça maintenant. Et donc généralement, bah, vous dormez plus. Bon, donc effectivement, on peut avoir un côté comme ça, immobilisme, passivité, retenue, etc. Dans cette peur d'échouer qui est souvent assez paralysante, hein, on va avoir aussi des stratégies un peu plus pernicieuses. La procrastination, ouais. par exemple. Exemple typique de procrastination, j'ouvre mon ordinateur pour, je sais pas moi, faire ma comptabilité du mois, par exemple. Et puis, je vois que mon objectif du mois, c'était de faire, je sais pas moi, 2 000 € de chiffre d'affaires. Et puis là, je vois on est quoi là, le 24 juillet. Donc je vois qu'on est le 24 juillet et je vois que je suis à 800, par exemple. Et là, je suis envahie par ce truc de je vais jamais y arriver, j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais. Et je clappe l'ordinateur. Non, non, ma comptabilité, je la ferai plus tard parce que là, j'ai pas vraiment le temps de la faire finalement, donc je vais aller faire une lessive. Chut, et je suis entrée en procrastination. Et de la même manière, après, je vais culpabiliser d'avoir procrastiné, blablabla, blablabla. Mais Voilà, ça moi, donne déjà un petit topo. oui, carrément. Moi, je trouve que cette peur-là de l'échec, elle est quand même très, très immobilisante pour les entrepreneurs, alors que, à mon sens, c'est mon avis, quand on est entrepreneur, par définition, on teste plein de choses. Et donc, par définition, par voie de conséquence, il y a des choses qu'on ne réussit pas. Et ça fait partie du jeu. Et donc, du coup, je trouve que c'est vraiment une des peurs qui fait vraiment chier pas mal d'entrepreneurs parce que je pense qu'il faut apprendre, à mon sens, à dealer avec le risque potentiel de ne pas réussir quelque chose quand on est entrepreneur et que automatiquement, bah, vous allez mettre en place des choses jusqu'au jour où ça va fonctionner. Et j'ai ma petite théorie là-dessus. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laura, et j'ai bien envie d'avoir ton avis. Moi, je pense que le système scolaire participe, aujourd'hui tel qu'il est, à faire que on, on a peur d'échouer parce que à l'école, en tout cas en France, celle que je connais évidemment, pas l'école des autres pays, j'en sais rien, où quand on fait quelque chose qui n'est pas, on n'a pas la bonne réponse, on n'a pas, bah, on va plutôt se faire taper sur les doigts, tu vois, plutôt que de se dire, ou plutôt on va pas justement, pardon, nous dire, bah écoute, la prochaine fois tu feras mieux. Maintenant que tu sais ça, tu as appris quelque chose et du coup la prochaine fois peut-être que tu réussiras, tu vois? Hmm. Il y a
Beaucoup de choses à dire sur ce que tu dis qui est très important et très intéressant. Moi, j'aurais deux choses à dire. La première chose, c'est que déjà, l'échec, ça n'a pas la même forme et ça n'a pas les mêmes répercussions dans toutes les sphères psychiques. C'est-à-dire que peut-être que l'entrepreneur ou entrepreneuse A, il y a une peur d'échouer parce qu'il y a une peur de ne pas, par exemple, correspondre aux standards familiaux. Peut-être que je viens d'une famille d'entrepreneurs, entrepreneuses, qui ont tous réussi, entre guillemets, selon mes critères. Et donc, j'ai peur d'échouer parce qu'en fait, échouer signifie désappartenir au système familial. Et donc, je retombe, par exemple, sur mon Ouais. besoin d'appartenance. Et là, ça va être viscéralement un challenge. Mais peut-être que pour l'entrepreneur ou l'entrepreneuse B, cette question de l'échec, elle fait peut-être, comme tu dis, référence à tout un apprentissage dans l'enfance et dans l'adolescence, dans le système scolaire ou ailleurs, que échouer égale t'es nul, par exemple. Mm. Donc, déjà, c'est le premier truc à dire, c'est que cette peur de l'échec, si elle est aussi polymorphe, c'est parce que l'échec n'a pas la même forme, n'a pas de la même résonance dans tous les vécus psychiques, et que ça serait impossible en fait de dire la peur d'échouer, parce que la peur d'échouer, on l'a tous d'une manière ou d'une autre, parce que échouer, c'est pas la même chose pour tout le monde, parce que réussir, ça n'est pas la même chose Mm. pour tout le monde, par définition. Ensuite, il y a autre chose donc de très important dans ce que tu as dit, c'est l'influence du système scolaire. Oui, clairement. En fait, je dirais c'est l'influence des systèmes d'une manière générale. Effectivement, le système scolaire français, en tout cas, est clairement pas un système qui valorise beaucoup le fait de se tromper, où généralement, quand on se trompe, on perd des points, on a une Mm. punition, voire dans le pire des cas, il peut y avoir des humiliations, de faire traiter de cancre ou je ne sais quoi. Autre chose, j'écoutais Guillaume Meurice dire ça la dernière fois, je trouvais ça assez fascinant. Tu es à l'école, ton copain t'aide, je sais pas moi, pour la dictée ou je ne sais quoi, tu te fais punir. Et après, on Ouais. s'étonne à 30 ans qu'on n'arrive pas à créer des systèmes coopératifs. Mais en fait, depuis qu'on est gamin, on apprend que la coopération, c'est non. Donc effectivement, il y a 1000 choses à revoir dans ce système scolaire, ça c'est évident pour moi. Mais je crois que derrière ça, il y a d'autres systèmes qui sont gages de ça. Et notamment quand on fait évoluer des entrepreneurs et entrepreneuses français, françaises en l'occurrence, puisqu'on parlait de ce système scolaire français tout court, je sais pas pourquoi j'ai dit deux fois. Euh, Quand tu fais grandir ces entrepreneurs et entrepreneuses desquels on parle dans un système patriarcal, Mm. tu les fais grandir dans un système de compétitivité, de domination, de rapport de force. Et donc, forcément, la condition sine qua non, c'est que l'échec, c'est la cata totale. C'est la cata pour les femmes qui déjà partent perdantes dans un système patriarcal, et c'est la cata pour les hommes qui, eux, doivent absolument être les héritiers de ce Ouais, système montrer que. patriarcal, etc. Exactement. Donc du coup, je prends le monde de l'entreprise, par exemple, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont salariés, ont été salariés, ont des salariés, auront des salariés, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la question du salariat, en fait, où en fait il y a une espèce de conflit insoluble qui est te voilà bloqué dans une institution collective systémique qui valorise la compétitivité et les rapports de force, mais bien sûr, c'est 100% individuel, c'est tes talents, c'est tes forces, c'est ta responsabilité. Bah non, ça ne marche pas. Donc bien sûr que cette peur d'échouer, elle est aussi extrêmement systémique parce qu'on a appris que l'échec, ça, c'était pas valorisable, c'était pas Ouais. valorisant, et aussi parce que dans un système patriarcal, échouer, eh ben, c'est désappartenir au système. Ouais. Bah, tu as super bien expliqué, je pense, et c'est pour ça que j'avais ma petite théorie là-dessus, où effectivement, et tu fais bien de le rappeler, chacune des peurs qui vont être plus ou moins vives chez chacune d'entre nous, va dépendre effectivement de les systèmes dans lesquels on a vécu auparavant, mais c'est aussi systémique de la société dans laquelle on vit, et particulièrement sur la peur de l'échec. Et c'est pour ça que j'avais ma petite théorie sur l'école, et du coup, on a pu rebondir un petit peu là-dessus. Mais je veux juste te rajouter un truc important parce que je trouve que généralement quand on parle de ça, on a tendance à taper sur le système français et sa vision toute pourrie de l'échec, et je suis bien d'accord, et en miroir de ça, de survaloriser le système américain Oui. qui, soi-disant, vivrait beaucoup mieux l'échec, etc. Alors, il est vrai que, bon, après, moi je n'ai pas vécu aux États-Unis, hein, mais il semblerait bien effectivement qu'il y ait une meilleure acceptation de l'échec, notamment entrepreneurial, au demeurant, je tiens quand même à rappeler que quand on parle des États-Unis, on parle d'un système ultra néolibéral, ultra patriarcal aussi, et que dans un système néolibéral, il y a une notion de compétitivité extrême dans les entreprises, puisque le système néolibéral, il tient sur la compétitivité des entreprises. Et qui dit compétitivité dit
tu pas intérêt à échouer longtemps. Donc Ouais. effectivement, on peut valoriser que Mmh. ouais, tu as échoué, c'est parce que tu as tenté. Donc effectivement, mais tout ça est fait pour valoriser, l'initiative d'entreprise, l'esprit d'entreprise et il y a des très bonnes choses là-dedans. Mais je pense qu'il faut faire attention aussi à pas tomber dans une espèce de survalorisation du système américain en disant: «Oui, mais eux, ils vivent très bien l'échec». Oui. Ouais, enfin, l'échec aux États-Unis, tu le payes très cher aussi, hein. Tu pas un système social Non, derrière c'est qui te clair, on est d'accord. qui t'aide et qui te récupère. Donc tu vois, je trouve qu'il y a un truc un petit peu hypocrite là-dessus, genre: «Oui, oui, vous pouvez échouer, on est cool là-dessus». Ouais, on est cool, marche ou Oui, crève, hein, je rappelle le slogan c'est de base quand même. exactement ça. Bah, il y a des choses à prendre et à laisser dans les 2 quoi. Tu vois, Voilà. là, c'est un peu les Mmh. 2 extrêmes, quoi, finalement. Oui, oui, non, mais clairement, mais c'est pour ça que ça me paraît indispensable de toujours remettre quelque chose qui me tient à cœur, hein, mais de toujours remettre les thématiques individuelles que vous rencontrez dans les systèmes qui les ont produits et produites. Pas pour se sentir oui, bon, bah ok, super, j'ai grandi dans un système capitaliste patriarcal, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Oui, effectivement, maintenant j'ai envie de te dire, Oui, c'est fait. tu as pas le Par choix. contre, voilà, effectivement, maintenant c'est fait. Par contre, ça déjà, ça permet d'avoir un autre angle de lecture. Ça permet aussi de prendre un petit peu de recul et sans se déresponsabiliser à l'échelle individuelle, mais ça permet aussi, de soulager, des fois des situations où on se matraque et croyez bien que ces systèmes politiques ont tout intérêt à ce que vous vous matraquiez tout seul et qu'ils n'aient pas à le faire à votre place. Mais et on se matraque toute la journée en disant: «Mais pourquoi j'ai peur d'échouer? Mais pourquoi j'ai peur d'échouer?» Mais tu as peur d'échouer parce que tu as grandi dans un système qui te dit que échouer, c'est d'être une nullité totale. Mmh. Donc tu n'as pas le droit d'échouer. Donc bah oui, forcément, tu as peur d'échouer. Oui, forcément, tu vois? C'est comme dire, au quotidien: «Oui, mais il y a des gens qui sont éco-anxieux». Bah, oui. Oui, Oui, bah, faut dire que oui, tu ouais. vois? Il y a de quoi aussi. Donc cette question de la, de la, surresponsabilisation à l'échelle individuelle et le fait de pathologiser des problèmes systémiques à l'échelle individuelle contribue aussi à beaucoup de ces peurs. Il y en a plein qui viennent de vous et que vous qui vous appartiennent et il y en a beaucoup qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent à votre système familial, qui appartiennent peut-être à votre conjoint, conjointe. Il y en a qui appartiennent à la société dans laquelle vous avez grandi et cetera et cetera et c'est vrai qu'en prendre conscience, ça permet aussi de prendre un petit peu de recul parce que je peux un peu me défusionner de mais attends, est-ce que je suis vraiment d'accord avec ça? En fait, moi, j'ai hyper peur, peut-être qu'il y en a parmi vous qui nous écoutez et vous avez super peur de vous faire copier. Ça, c'est un truc, Mmh. j'adore. J'ai toujours vu ça ces dernières années sur Instagram, et cetera. La question de la copie, du plagiat, et cetera. Alors, je vais laisser de côté la question du plagiat, vraiment, si on vous a plagié vos posts ou quoi que ce soit, mais sur la notion de la copie, tu vois, moi, il y a toujours quelque chose qui m'a un peu interrogée dans ce milieu, où je me dis, mais où est la place aussi pour la coopération, tu vois? C'est Oui. qu'en fait, on grandit dans des systèmes ultra compétitifs où il faut pas coopérer, et cetera. Alors après, on fait tous des sketchs en disant: «Oui, communication non violente, faut être coopératifs les uns avec les autres», mais en fait, il y a plein de fois où on veut pas de cette coopération et en fait, bah, s'il y a des gens qui s'inspirent de votre travail, bah, peut-être que c'est OK et puis peut-être que ça l'est pas et si ça l'est pas, il y a peut-être moyen d'aller discuter, D'aller discuter. plutôt que voilà, plutôt que bah, après voilà, bon, il y a des cas de plagiat, là, c'est encore autre chose, je pense, mais Oui, il y a des niveaux, on va dire, mais ouais, je suis ouais. complètement d'accord avec toi et là, je trouve que là, on tend vraiment vers, un peu, ce qu'on appelle le mindset d'abondance, tu vois? Pour moi, c'est un peu Mmh. ça, c'est-à-dire apprendre à s'ouvrir à la coopération, au Mmh. partenariat, à, Mmh. de la concurrence, oui, mais de la concurrence saine. Tu vois? Je pense que ça s'ouvre aussi à plein d'autres sujets qu'on Ouais, pourrait clairement aborder. et tout ça peut vous aider du coup, pour revenir aux peurs, sur la régulation de certaines peurs. Parce que Mmh. du coup, si, je suis dans l'idée qu'en fait, le milieu entrepreneurial que je veux constituer autour de moi est un milieu bienveillant, non violent, coopératif, alors la notion de l'échec, elle est beaucoup moins difficile, en fait. La notion du jugement des autres est beaucoup moins difficile, la notion Ouais. de la peur de réussir, enfin voilà, toutes ces peurs-là vont être beaucoup moins difficiles. Ça veut pas dire qu'elles sont inexistantes. Mais si je suis dans un milieu entrepreneurial qui est, solidaire, qui est coopératif, bah, ça se passe beaucoup mieux que quand en fait tous les autres entrepreneurs sont vus comme des concurrents, comme, des sources de méfiance et de défiance et où du coup tout le monde a peur de tout, parce qu'on a peur d'échouer, on a peur de réussir, on a peur de se faire copier, on a peur de se faire voler, on a peur de se faire juger. Waouh! Trop lourd au quotidien de gérer Bah, ça. c'est ça. Et justement, puisque la peur, de toute manière, est quelque chose qu'on est tous obligés Ouais. de subir ou pas, justement, comment on fait pour dealer avec, tout en sachant que, de toute manière, dans chaque étape de l'entrepreneur, du parcours de l'entrepreneur, tu auras peur de toute façon. Ouais. En gros,
je pourrais le faire un peu en 3 étapes. La première étape, c'est, comme dit Thomas dans son bourg, c'est venir dans sa chaise du discernement. C'est-à-dire, si on ne fait pas pousser une salade en tirant dessus, donc vous n'allez pas faire grandir votre business en tirant dessus ou en tirant sur vous. Donc l'idée, c'est d'avoir des temps dans votre journée, dans votre semaine, etc., où vous êtes seul avec vous-même, on vous le répétera jamais assez, on ne se le répétera jamais assez, parce que je pense que Pauline et moi, on peut plaider coupable pour ça aussi, mais de prendre des temps. Et quand je dis des temps, je vous dis pas de partir méditer 45 minutes sur un caillou en mangeant du riz, hein. Je dis qu'on peut prendre 1 ou 2 minutes, silence, pas de podcast, pas de musique, rien derrière, venir à l'intérieur et se dire, OK, qu'est-ce qui est en train de se passer? Bon, alors effectivement, il y a plein d'émotions. Tiens, je vois qu'il y a la peur. Bon, bah, dans la métaphore, ça serait un peu, bah, viens t'asseoir à côté de moi, la peur là, et dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les dangers, etc., que tu perçois? Deuxième étape, donc, c'est de venir identifier les besoins qui sont derrière. Question toute simple, quelle est la situation? Quelles sont les émotions ressenties? Quels sont les besoins insatisfaits derrière ces émotions? Identifier des besoins, ça prend un peu de temps parce que généralement, on l'a pas appris, malheureusement. Donc des fois, on manque un petit peu de vocabulaire. Donc il faut s'y entraîner petit à petit. Peut-être que des fois, vous trouverez pas le bon terme, mais c'est pas grave. Déjà, vous envoyez un message à la sphère psychique qui est: j'ai entendu, j'ai compris, j'ai pas encore le bon mot, mais ok, je m'en occupe. Et puis il existe des BD, il existe des listes sur internet, il existe des jeux. J'en ai un ici, c'est les éditions Comitis sur le jeu des besoins. Je montre à la caméra si jamais tu cut à ce moment-là. Donc venir identifier ces besoins qui sont derrière pour déjà dire à ces besoins, peut-être vous n'êtes pas encore satisfait, mais au moins vous êtes entendu. Et ça déjà, bah, ça va rabaisser le signal dans la métaphore que je donnais tout à l'heure. Déjà, on n'est pas sur un voyant moteur rouge pétard, on est sur un voyant moteur jaune-orange qui dit ok, je reste allumé, mais bon, on m'a entendu, donc voilà. Dernier truc que je pourrais dire, ça serait de détailler la peur. Parce que souvent, on en a parlé là pendant, je sais pas combien de temps, 40 minutes là, c'est que, voilà, j'ai peur d'échouer. Bon, ok, mais peur d'échouer, on l'a vu, c'est polymorphe, c'est vaste, c'est un peu flou, c'est un peu abscon, on ne sait pas trop de quoi on parle. Donc, détaillez là. J'ai peur d'échouer. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir des formulations en si, alors, parce que ça vous permettra d'avoir des croyances beaucoup plus faciles à déstabiliser que les il faut, je dois. Alors, souvent, les croyances dans votre tête, par contre, sont formulées en il faut, je dois, puisque c'est l'introjection des normes, mais retournez-les. Par exemple, il faut travailler dur pour réussir. Si vous la tournez en disant si je travaille dur, alors je réussis, alors d'un coup, ça devient beaucoup moins solide et beaucoup plus facile à flexibiliser. Donc si vous dites par exemple j'ai peur d'échouer, d'accord, qu'est-ce qui se passe derrière? Alors admettons, bah, j'ai peur d'échouer parce que bah, il faut travailler dur pour réussir et donc j'ai peur de pas travailler assez dur et donc j'ai peur d'échouer, tu vois, admettons, ça pourrait être ça. Bon, ok, très bien. Alors, je viens détailler tout ce qu'il y a derrière. Et je peux y aller comme ça. Si je travaille dur, alors je réussis. Je suis pas si sûre que ça marche, mon affaire. En fait, je me rends compte que surtout, en fait, j'ai peur d'échouer. D'accord. Alors, si j'échoue, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je Ouais. prends un cas fake, hein. Eh ben, si j'échoue, alors, mon conjoint va pas être content parce que il compte sur moi pour les finances. Je dis n'importe quoi. D'accord. Ok. Donc, en fait, déjà, rien que là, on est en train de dire, ok. Donc, en fait, le problème fondamentalement n'est peut-être pas d'échouer. Le problème, c'est peut-être la perception que j'ai de mon conjoint. Peut-être que le problème, c'est le couple. Peut-être que le problème, c'est la relation que j'ai avec lui. Peut-être que tu vas me dire, bah, si j'échoue, alors je n'aurai jamais mon million d'euros de chiffre d'affaires. Ok, d'accord. Et si j'ai pas mon million d'euros de chiffre d'affaires, bah, si j'ai pas mon million d'euros de chiffre d'affaires, bah, en fait, je ne pourrai jamais sauver les dauphins de l'océan. D'accord. Donc en fait, le problème de fond, c'est pas de trouver des sous. Le problème de fond, c'était en train de me dire qu'en fait, tu as un besoin de transcendance qui est fort. Tu as besoin d'agir concrètement pour une cause qui te tient à cœur. Et en fait, j'ai peur de pas me sentir vivant. Et j'ai peur que ma vie n'ait pas été celle que moi, j'aurais voulu vivre. Et c'est plus tout à fait la même chose, en fait. Peut-être que j'ai pas peur d'échouer mon business. Peut-être que j'ai peur de passer à côté de ce qui est important pour moi. Et donc en fait, c'est peut-être plus un problème de valeur qu'un problème d'émotion. Tu vois. Donc, ce que je pourrais vous conseiller, c'est ça, c'est d'essayer de venir détailler cette peur pour voir un petit peu tout ce qu'il y a dessous. Parce que généralement, voilà, votre sphère psychique va dire, j'ai peur d'échouer, d'accord, mais en fait, j'ai peur d'échouer, il y a quoi là-dessous, quoi? Ok, hyper intéressant. Ça donne des éléments pour pouvoir, en tout cas, bien commencer à réfléchir. Mais après, le mieux, hein, c'est d'être accompagné après, hein. Je préfère quand même le préciser pour aller plus loin. Voilà. On arrive bientôt à la fin de cet épisode, mais j'avais une question à te poser. Là, on a beaucoup parlé
comment je pourrais dire ça, de choses aussi très factuelles. Qu'est-ce qui s'est passé avant, un peu les strates de nos manières de penser, des systèmes qui nous entourent, etc. Mais qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui a très peur de prendre une décision? Ça peut être prendre la décision d'investir dans un coaching, prendre la décision de déléguer, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu lui dirais pour... ce serait quoi le bon signal pour oser? Parce qu'on parlait de dealer avec la peur, mais... Et on a parlé aussi de à quel moment je m'écoute vraiment jusqu'au bout et non, je n'y vais pas, j'écoute ma peur et non, je n'y vais pas, versus oui, j'y vais. Et je vais juste te mettre un petit peu aussi sur un chemin qu'on n'a pas trop abordé, c'est l'intuition. Où est-ce que tu mets aussi l'intuition dans tout ça? Parce que c'est quelque chose de très impalpable, mais je pense qu'il est important aussi. Ouais. Donc effectivement, si vous êtes dans une situation, par exemple, vous avez peur de prendre une décision, pour reprendre l'exemple de Pauline. Alors, discernement, identifier le besoin derrière, détailler la peur, etc. Après, effectivement, il y a une part sur la question du ressenti, en fait. Mm. Que vous l'appeliez intuition, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. En tout cas, il y a une notion de... Moi, j'aime bien le terme de la justesse. C'est-à-dire de sentir ce qui est juste. Alors, je sais, et vous avez raison, il y en a beaucoup parmi vous qui doivent être en train de se dire dans leur tête, ça fait 20 fois qu'on me sort ce truc-là, mais c'est pas très clair. Effectivement, c'est pas très clair. En fait, la question, ça serait plutôt de revenir à la question du corps, s'il y en a parmi vous qui pratiquent du yoga, par exemple, de la danse, etc., toutes les pratiques du psychocorporel. Alors, les yogis, danseurs, danseuses qui m'écoutent savent très bien que le corps, c'est fermeture, rétractation ou expansion, ouverture. Donc du coup, je peux aussi me servir de ça. Autant votre mémoire cérébrale est douteuse, autant votre mental vous ment très bien, autant le corps, lui, ne ment pas et le corps a excellente mémoire. Donc, revenir dans le corps et dire, en fait, si, par exemple, j'hésite à m'engager dans ce coaching, comme tu disais, en fait, il y a une notion de justesse. Vous avez la réponse. D'ailleurs, Ouais. très souvent, est-ce que c'est pas la relance cliché du thérapeute, et je plaide coupable pour la faire souvent, de vous dire, qu'est-ce que tu répondrais à ta question? Mais c'est pas pour rien qu'on vous la pose cette question. D'une, c'est pour autonomiser le bénéficiaire, petite conseil posture comme ça. Et de deux, c'est que aussi ça permet de revenir à en fait la réponse. Souvent, on l'a déjà. Par contre, on est pris dans une lutte entre le corps, l'émotionnel, le mental, l'intuition et Ouais. tout ce bin qui est en train de s'engueuler. Donc, revenir dans le corps et dire, OK, quand je m'imagine prendre ce coaching, pour reprendre ton exemple, est-ce que je sens que le premier mouvement du corps est un mouvement d'ouverture, d'expansion, de légèreté? Est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger? Ça, généralement, ça parle bien. Si on a un peu plus l'habitude de travailler avec son corps, ça peut être est-ce que ça s'ouvre, est-ce que ça ferme, est-ce que ça s'expand, est-ce que ça Mm. rétracte. Bon, vous mettrez le vocabulaire que vous voulez. Ou est-ce qu'effectivement, quand je vais dans ce coaching, je sens que il y a quelque chose Qui se qui se tord et ferme. qui... Mm. Voilà. Et donc, effectivement, le, le, le truc qu'on pourrait me répondre à ce moment-là, c'est de me dire, bah oui, mais quand on a peur, on est forcément fermé. C'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça que c'est cette première réaction du corps. C'est-à-dire avant que le mental se remette en route pour dire, oui, mais alors attends, parce que gna, 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 mais moi j'ai fait les comptes, mais machin. Et ce mental-là est absolument essentiel. Je le dis aussi parce Ouais. que ces dernières années, on a vu aussi des trucs, le mental, mais heureusement qu'il est là, ton mental, tu vois. Ouais, c'est clair. Heureusement qu'il est là aussi pour dire, alors attends, parce que moi j'ai fait les comptes, autant te dire, faudrait peut-être y réfléchir à deux fois. Et là, par exemple, effectivement, je peux avoir peur d'investir. Et cette peur d'investir, elle est absolument nécessaire. Elle vient mettre un signal Ouais. d'alarme en disant, est-ce que tu es sûr que tu Est-ce pourras que tu es payer? sûr? Est-ce que tu Mm. es sûr que tu vas pas te foutre dans la merde? Maintenant, ça veut pas dire qu'il faut l'écouter. C'est un peu comme votre chien de garde. Il y en a comme moi qui ont un chien de berger, qui ont l'habitude d'avoir toujours un chien qui aboie à la porte. Quand mon chien aboie à la porte, il n'y a pas forcément un danger imminent. Ceci dit, ça vaut le coup d'aller voir pourquoi le chien aboie. Et puis, je peux juger en mon âme et conscience que, ok, il n'y a Ouais, peut-être pas c'est de bon. danger. Ouais. Donc là, si mon mental se met en route en disant, oula, t'es sûr que tu pourras payer, eh ben, je vais aller voir mes comptes, je vais faire mes calculs, machin, et je vais dire, non, ok, c'est bon, je peux payer. Merci de m'avoir passé l'information, c'est très gentil, tu as voulu me protéger parce que tu as le souvenir que ça s'est déjà mal passé. Mais là, c'est bon, je gère mon truc. Et je peux revenir, voilà. Et je suis sûre et certaine que tous et toutes parmi vous, vous avez déjà fait l'expérience de sentir Ouais. qu'il y a quelque chose qui n'était pas juste. Vous l'avez rationalisé dans le sens de le faire ou de ne pas le faire. Et à l'inverse, vous avez déjà senti que quelque chose était juste, alors que votre mental vous disait ne le fais pas, c'est pas une bonne idée, ne publie pas à 8h30 sur Instagram, c'est pas la bonne heure, n'investis pas dans ce coaching, n'écoute pas, machin. Et que pourtant, il y a un truc, entre guillemets, un petit peu plus fort que vous à l'intérieur qui dit je t'assure, fais. Mm. C'est Ça, ça. c'est pareil, c'est une forme d'entraînement. Et là, le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est entraînez-vous sur des petites décisions.
entraînez-vous sur, choisir l'heure de programmation Instagram plutôt que sur, investir dans un Ouais. coaching à 20 000 €. Vous voyez? Oui. Bah, finalement, c'est apprendre à s'écouter et tu disais tout à l'heure, oui, c'est sûr quand on a peur, bah, oui, on a ce truc un peu fermé quoi, en nous parce que oui, forcément, il y a la peur. Mais moi, si je peux donner un exemple comme ça aussi pour que ça soit concret. Moi, par exemple, chez moi, quand j'ai peur, mais que je sens que je dois y aller, c'est-à-dire que je sens que, OK, j'ai peur, j'entends, mais je suis hyper excitée par la décision que je vais prendre. Mmh. Et donc ça, chez moi, c'est un truc d'ouverture. Je me dis: «OK, bon, bah, on y va». Et donc chez moi, c'est comme Ouais. ça, mais d'autres, ça sera un petit peu différent. Et donc finalement, c'est juste apprendre à s'écouter effectivement. C'est intéressant l'exemple que tu donnes parce qu'en fait, tu vois qu'il y a, 2 signaux. Tout Ouais. simplement, il y a un signal de la peur qui dit: «Ouh là, attention, est-ce que tu as bien réfléchi? Est-ce que tu as bien regardé? Est-ce que machin?» Et puis il y a le signal de la joie, de l'autre côté, qui dit la joie, c'est une émotion qui dit: «Tiens, il y a une opportunité». De la même manière, la joie veut pas dire prendre l'opportunité. Elle dit: «Je perçois une opportunité». Après, c'est vous qui avez le libre arbitre d'écouter votre peur, d'écouter votre joie et cetera. Mais là, c'est intéressant parce que ça montre bien qu'il y a 2 signaux et c'est souvent ce genre de situation et on est tous, concernés par ça, où on va se mettre à lutter en disant: Mmh. «Ouais, mais ça me fait peur, mais en même temps j'ai envie, mais en même temps j'ai peur, mais en même temps j'ai envie, mais en même temps j'ai peur» et là, on se met à ruminer et ça peut durer des heures, des jours, des fois ça dure des semaines, des mois avant qu'on se décide d'aller faire le truc et c'est pour ça que je ne peux que vous conseiller de vous «entraîner» entre guillemets, si on reprend l'exemple de l'investissement en formation, bah, entraînez-vous sur une formation qui vous coûte 150 €. Peut-être que 150 € pour vous, c'est un peu un enjeu, mais ça vous met pas en galère. Et ben entraînez-vous, là-dessus en vous disant: «Au pire, j'aurais claqué 150 €, ça me fout pas dans la merde». Plutôt qu'effectivement ne jamais, jamais, jamais vous écouter Ouais, et jamais, ouais. attendre le jour où il faudra investir, 20 000 balles et où là, ben forcément, mais il faut imaginer 2 secondes, votre amygdale à l'intérieur qui est un peu, espèce de petite alarme, mais là, elle va se mettre à gueuler dans tous les sens et quand l'amygdale s'est mise en route et que vous avez une alarme rouge dans la tête, ton intuition, ma poule, tu peux attendre un moment avant que ton amygdale te laisse l'écouter parce que l'amygdale, elle est juste en mode, alerte, alerte, alerte et du coup, tu n'entends plus rien d'autre qu'elle, en fait. Mmh. Bah, écoute, merci beaucoup Laura. On pourrait parler encore pendant longtemps de ce sujet tellement il y a de choses à dire. J'espère en tout cas que les personnes qui, nous écoutent, auront trouvé quelques réponses et surtout, moi, c'est aussi l'envie que j'avais derrière cet épisode-là, c'était de vous faire comprendre que la peur fait partie du chemin et que, elle est normale, et que, vous allez apprendre à dealer avec et ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Si vous voulez de toute manière avoir, plein d'infos aussi, sur l'émotionnel, n'hésitez pas à aller suivre Laura, bien entendu, que je recommande, fois 1000. Et puis, écoute, je te laisse, le mot de la fin, Laura, peut-être? Ouais, le mot de la fin, bah, ça serait, heu, plus on participera à des entrepreneurs et entrepreneuses qui sont connectés à leur monde émotionnel, à leurs besoins, et cetera. Plus on contribuera donc à des entrepreneurs, entrepreneuses qui vont construire des relations avec leurs associés, salariés, équipes, et cetera, beaucoup plus, bienveillantes, harmonieuses, non violentes et donc on contribuera à créer des entreprises qui participent à construire des systèmes, différents de ceux qu'on a eu l'occasion de mentionner, pendant cet épisode. Donc cette question de l'émotionnel, à mon humble avis, elle est centrale à l'échelle Mmh. individuelle, elle est centrale à l'échelle relationnelle, elle est centrale à l'échelle systémique et le dernier mot du coup que j'ai à ajouter, c'est, gardez bien en tête que si l'émotionnel est parfois si difficile, c'est parce que vous l'avez appris par cœur. On vous a appris par cœur quand vous étiez enfant, rappelez-vous, quand vous mettiez en colère, on vous disait: «Ah mais ça va, mais t'énerve pas, oh là là, mais t'énerve pas comme ça, c'est pas grave». Quand vous mettiez à pleurer, on vous disait: «Oh mais faut pas pleurer pour ça, c'est bon, ça va, tu pas né en Afghanistan aussi, il y a pire dans la vie», tu vois? Et quand vous étiez, «Qu'est-ce que j'ai pas fait?» La peur et la tristesse, voilà, on vous disait: Oui. «Mais sois pas triste, ça va passer», voilà. Bon, donc en fait, le message subliminal que vous avez appris, c'est que vos émotions dites négatives, vous avez appris, plus ou moins inconsciemment, qu'il fallait au mieux les modifier, les rectifier, au pire les supprimer complètement. Donc en fait, vous avez appris par cœur pendant, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans selon l'âge que vous avez et plus parce que votre système familial l'apprend depuis, des dizaines, voire des centaines d'années, des stratégies de lutte et d'évitement émotionnel. Et après, on arrive avec des entrepreneurs, entrepreneuses qui, se font culpabiliser par, des stratégies de développement personnel ou autre, même s'il y a Mmh. des trucs très bien de développement personnel, mais il y a aussi des trucs, encore une fois en surresponsabilisation individuelle qui dit:
bah, tu as peur d'échouer, c'est pas bien, c'est ta faute, c'est ta responsabilité, machin. Ouais, Oui, à bien sûr, prendre c'est avec des votre pincettes. responsabilité. Voilà, c'est votre responsabilité d'en faire autre chose, mais en tout cas, vous avez appris tous ces trucs-là. Vous pouvez en changer, bien sûr, sinon, Mmh. on ferait pas tout un épisode sur la question. Donc bien sûr que ça peut changer, ça prend un petit peu de temps aussi. Faut pas s'imaginer qu'en 48 heures, on va régler la question. Là aussi, dans une société un peu d'hyperconsommation, il faut tout faire rapidement et tout obtenir rapidement. Donc vous pouvez en changer, mais voilà, vous les avez apprises et donc c'est normal. Ça, je trouve que c'est important de le dire. C'est normal qu'en fait, ce soit pas si évident d'accepter ses émotions. C'est pas si évident d'identifier ses besoins. C'est pas si évident de mettre du vocabulaire sur les besoins et les émotions. Moi, je vois souvent en coaching des entrepreneurs, entrepreneuses qui ressentent une forme de honte, des fois c'est un peu fort, de gêne, de honte, parce qu'ils n'arrivent pas à mettre du vocabulaire dessus. Mais si vous n'arrivez pas à le faire, c'est parce qu'on ne vous l'a pas appris. Et ça ne vous tombe pas sur un coin de la tête par miracle à 25, 35 ou 45 ans. Ça s'apprend. Donc, c'est un process et donc il faut un petit peu de temps pour y cheminer, mais bien sûr, on peut y faire quelque chose. Bah, top, merci d'avoir fini cet épisode sur de la douceur et de la souplesse, finalement. Parce que c'est ça, Ouais, c'est possible et ça s'apprend. Merci beaucoup, Laura. exactement. À Avec très grand vite. plaisir. Merci à tous. Bye Ciao, ciao. bye. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves, ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter.